Donc, Je ne sais pas si on attend encore quelqu'un, je crois, hein. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui. Ah oui, je dis on attend encore quelqu'un, je crois. Ah non. non, Non? Ah, vous n'êtes que deux, d'accord. Je croyais qu'il y Oui. avait une troisième personne. oui. D'accord. Bon, bah parfait. Alors, vous voyez, hier, j'étais pas du tout présent et aujourd'hui, j'étais un peu à l'avance pour être certain de pouvoir avoir le meeting. Je Oui. suis vraiment désolé pour hier. Pas de Euh, problème. c'est vrai que allez, la vie est un petit peu compliquée en entreprise pour le moment avec le Covid et puis Oui. voilà, j'étais pas disponible au moment où c'était prévu. Toutes mes excuses. Non, pas de problème. Alors, Euh, vous êtes étudiante, enfin, l'interview, c'est évidemment vous qui allez poser des questions, bien sûr, hein, mais juste pour me situer. Donc, vous êtes étudiante C'est en, logistique en à Thomas More. logistique et oui. donc c'est à Celt, Thomas More à Geel. à Kiel. Ok, bien. Bon, bah, je suis à votre disposition, donc voilà, je ne sais pas Ok, ce qui vous intéresse. Merci. merci beaucoup. C'est un problème si nous enregistrons cette interview pour notre professeur. Pas du tout. Ok, ça va, merci. Donc, j'estime que l'entretien durera environ une demi-heure et nous vous poserons environ 20 questions si c'est bien pour vous. À votre disposition, c'est vous qui êtes chef. Ok, bon alors, je vais commencer par vous poser quelques questions sur vous-même. Mhm. Quelles sont les études que vous avez terminées? Alors, moi, j'ai le marketing. Mais c'était il y a déjà fort longtemps, hein. Donc, j'ai terminé mes études en 1988, hein. C'est presque autant des dinosaures pour vous. Et c'était donc des études en marketing. Donc oui, voilà, j'ai 56 ans déjà, hein. Ok, pour quelle autre entreprise avez-vous travaillé et quel poste avez-vous Ouais. occupé? Alors, j'ai commencé ma carrière chez Bayer Diagnostic, hein, dans le pharma, où j'étais responsable des achats et planification MRP. Ensuite, j'ai travaillé 8 ans, puis j'ai travaillé 3 ans pour une entreprise qui s'appelle Thomas Betts, qui est un fabricant de composants électriques et électroniques, et où là, j'étais directeur des opérations. Et puis, j'ai travaillé pour une petite société familiale dans la région de Tournai. Donc, les deux premières sociétés, évidemment, étaient des grandes multinationales. Et puis, la troisième société, c'était une société familiale relativement petite avec 300 personnes où j'étais directeur supply chain et ICT pendant 8 ans. Et puis maintenant, depuis 2008, je suis directeur du site de Courcelles de la société Essers. Voilà. Donc, c'est déjà quelques années de travail. Oui. En outre, nous avons des questions sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Donc, quels sont exactement les services offerts par l'entreprise? Alors, l'entreprise Essers est une grande entreprise qui est active dans le secteur de la logistique et du transport. Et dans ces deux domaines-là, on effectue tout. Donc, ça veut dire donc toutes les activités de warehousing, hein, la réception, le stockage, le picking, le packing et le loading, et puis aussi évidemment comme il y a la partie transport, le transport, mais aussi les activités intermédiaires comme ce qu'on appelle les activités à valeur ajoutée, hein, value added services, qui sont des activités par de co-packing, hein, on va prendre plusieurs produits, les emballer ensemble, ou du relabeling, hein, et sur le site dont je m'occupe, on effectue toutes les activités du groupe Proximus. Et bien pour eux, par exemple, on effectue tous les emballages que vous trouvez, enfin, ou qui vous sont livrés à la maison si vous faites une commande Internet, mais ou qui sont livrés dans les différents shops de Proximus ou chez les dealers.
Donc on va prendre le GSM de la boîte qui nous a été livrée. Enfin, par exemple, voilà, l'Apple 12, on le sort de sa boîte et puis on va y mettre une carte SIM. On va la coller, on va faire un bel emballage et on va encoder le numéro de série de la carte SIM, le numéro de série du GSM. Et ça devient une entité prête à être distribuée sur le marché. Donc ça, c'est un exemple. Mais par exemple aussi dans un autre site, puisque chez SERS, la société SERS est quand même relativement grande, il y a plusieurs sites. Sur le site de Campenhout, on effectue également la mise en boîte des chocolats pour le groupe Godiva. Et souvent, on travaille avec des entreprises de travail adapté. Vous connaissez ça, les Beskutenwerkplaats, hein? Et donc, on fait également tout ce qui est activité, donc, puisque vous en étiez à me demander ce qu'on fait comme activité. Donc, en plus des activités à valeur ajoutée, comme on travaille pour des groupes internationaux, on doit également pouvoir faire du forwarding, c'est-à-dire expédier, bien entendu, aussi en dehors de la Belgique, pas seulement par la route, mais aussi par les océans, par la mer ou par les airs. Et on doit être capable d'effectuer également toutes les formalités de douane qui concernent ces envois, alors soit à l'import, soit à l'export. Évidemment, ça va dans les deux directions. Et notre société, donc la société a maintenant une centaine d'années. Hein, ça a démarré en 1928 avec le transport à petite échelle dans la région de Genk avec simplement des vaches au début. Et puis après, un camion, il y en a eu plusieurs. Et puis la société s'est diversifiée. Elle a pris vraiment beaucoup d'ampleur dans les années 80 où le patron a donc commencé aussi les activités de warehousing. Pendant très longtemps, la société a été plutôt de type opportuniste. Ça veut dire tout ce qui se présentait comme travail, on le faisait, sans réelle spécialisation. Évidemment, faire ça quand on devient grand, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'on va travailler également pour des sociétés qui sont grandes, comme des sociétés pharmaceutiques, Pfizer pour les citer, mais aussi Baxter, mais aussi par exemple des sociétés qui sont actives dans la chimie, comme DuPont, comme Dow Chemicals, etc. Ce sont des sociétés très exigeantes et à partir du moment où on travaille avec des clients exigeants, il faut pouvoir se spécialiser. Et la spécialité demande évidemment beaucoup de moyens, à la fois financiers, parce qu'il faut investir dans des infrastructures, dans des appareils de manutention tout à fait particuliers, mais aussi dans des systèmes, dans des personnes qui ont des compétences particulières, et aussi, évidemment, dans des procédures et des accréditations de type ISO, mais d'autres aussi. Tout ça, ça requiert beaucoup de moyens. Et à un moment donné, ces moyens, on n'a plus envie de les laisser aller dans n'importe quelle direction. Et donc, on veut se focaliser dans différents domaines. Et c'est ce qu'on fait maintenant avec le secteur de la chimie, du pharma, ce qu'on appelle spare parts, toutes les pièces détachées qui sont nécessaires à l'industrie, et également tout ce qui est infra, qui est donc notamment du transport exceptionnel, mais également du transport de matériaux spécifiques pour la construction, par exemple. Et ça, ce sont vraiment les secteurs sur lesquels on veut se focaliser nos moyens, spécialiser nos gens aussi, spécialiser tous nos travailleurs. C'est ce que nous faisons maintenant. Alors voilà, c'était une question courte et une réponse très longue. C'est parfait. Et le lieu d'implantation de l'entreprise jouait-il un rôle pour votre entreprise? Ah oui, bien sûr. Alors, bon, d'abord, c'est une entreprise familiale, encore SRS, hein. Et c'est une entreprise, mais comme c'est une entreprise familiale, évidemment, c'est bien normal, elle a démarré là où la famille habitait. Et donc, c'est-à-dire la région de Genk, hein. Et puis, elle a grandi là-bas. Heureusement, c'est également une région avec beaucoup d'industrie et qui en plus est extrêmement bien située d'un point de vue logistique. Donc, ça tombe très bien. Mais à part ce cas-là qui est, je dirais, plus ou moins fortuit, hein, c'est-à-dire c'est un peu le hasard. La famille habitait là-bas et c'est là-bas que ça a commencé. Et puis après, elle a grandi là-bas. Et là, c'était plus par hasard, c'était évidemment
par volonté, parce que c'est un endroit qui est, comme je le disais, donc bien situé d'un point de vue logistique et industrie. Mais ensuite, évidemment, chaque nouveau site qui est commencé, qui démarre, bien sûr, va dépendre d'un potentiel logistique dans sa propre région. Ou alors d'une opportunité tout à fait particulière, mais déjà avec une vue moyen-long terme pour pouvoir grandir. Donc souvent, un site va démarrer relativement petit, comme le site de Courcelles dont je m'occupe a démarré avec 10 000 mètres carrés. Mais ensuite, ce site, en même temps qu'il a démarré, beaucoup de terrain a été acheté autour et le groupe a décidé qu'il y avait encore du potentiel pour se développer. Maintenant, on a 40 000 mètres carrés qui sont occupés. Donc, ça fait x4 depuis le début, donc depuis les années 2000. Et on est passé d'une vingtaine d'emplois à environ 300 personnes occupées sur le site maintenant. Donc, mais la localisation a évidemment beaucoup d'importance. Ça en a toujours eu et je pense que ça en a encore plus maintenant, puisqu'évidemment, les routes sont ce qu'elles sont. Alors, pendant le coronavirus, il n'y a pas grand monde sur les routes, mais en dehors de ça, c'est bouchonné, c'est des bouchons partout, évidemment. Et donc, c'est important de pas seulement se focaliser sur la route, mais aussi sur les autres moyens de transport. Et on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des plateformes qui soient proches de plateformes multimodales, où on aura l'occasion de transporter aussi par le train, aussi par la voie d'eau, d'aller vers d'autres ports avant d'aller vers la mer, hein, mais par exemple aller vers le port de Gand, vers le port d'Anvers, ou peut-être vers Rotterdam ou d'autres ports. Mais la localisation est évidemment très importante. Alors, elle peut l'être à différents points. Elle peut l'être simplement d'un point de vue purement logistique. On peut très bien décider d'implanter un site parce qu'un client important démarre avec nous sur un projet long terme. Et dans ce cas-là, les aspects infrastructure seront importants, mais uniquement tournés vers ce client. Quand même déjà bien sûr avec une vue sur le futur. Ou ça peut être aussi parce que la région est attractive car elle possède encore du terrain. Le terrain devient quand même extrêmement rare aussi. En tout cas, les terrains sur lesquels on peut vraiment construire des sites et notamment faire de l'activité Céveso, c'est relativement rare. Et puis, donc, si on en trouve et qu'en plus ils correspondent à la taille dont on a besoin, ça peut être évidemment un facteur déterminant. Le coût du terrain également, hein, notamment, c'est beaucoup plus cher le terrain en Flandre que le terrain en Wallonie. Après, il faut comparer toutes les régions et c'est pas une généralité par rapport à toutes les régions, mais globalement, c'est quand même comme ça. Et puis alors, on regardera également, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible à proximité? Est-ce qu'il y a des travailleurs? Est-ce qu'il y a, dans une zone où il y a beaucoup de chômage, par exemple, eh bien, ça veut aussi dire qu'il y a de la main-d'œuvre disponible. Et on verra également s'il y a des possibilités de subsides. Quand on implante, l'État, évidemment, parfois aide, l'Europe aide aussi parfois pour pouvoir créer des entreprises ou pour pouvoir les développer. Donc tout ça, ce sont des éléments qui rentreront en ligne de compte pour la localisation et évidemment aussi tourner très fort autour du client ou de l'activité qu'on veut développer par rapport au flux in et au flux out. Voilà. Ok, ça va. Quelle est la charge de travail au sein de votre entreprise? La charge de travail. Alors, le matin, on prend un verre en terrasse, l'après-midi, on va à la plage. Quand il fait beau. Non, écoutez, en logistique, c'est un peu le propre de la logistique. Enfin, d'abord, on a quand même, et malgré le Covid ici, en tout cas sur le site de Courcelles, on a encore beaucoup de travail. On travaille en shift. Alors, dépendant des activités, on travaille soit en 2 shifts, 6-14 et 14-22 heures, soit pour Proximus en 3 shifts, puisqu'on a aussi une équipe de nuit. Et on commence à travailler le dimanche soir à 22 heures et on termine le vendredi soir à 22 heures et on s'arrête jamais entre deux. Évidemment, les équipes tournent, hein, elles font chaque fois 8 heures, bien sûr. Les gens ont l'occasion de se reposer aussi.
La logistique, ça c'est un peu comme ça partout dans toutes les entreprises où je suis allé. Ça demande une certaine flexibilité, hein. C'est rare les journées en logistique qui se déroulent comme on a vraiment prévu. Il y a tout le temps des surprises, parfois bonnes, souvent moins bonnes. Et ça demande d'être flexible et de pouvoir faire face à ces mauvaises surprises. Il faut pouvoir les régler. Et souvent, ça se règle aussi avec du temps. Euh, je connais pas grand monde en logistique qui fait vraiment exclusivement son horaire, quoi. En général, ça demande un peu de souplesse autour. Ok. J'ai préparé quelques questions sur votre travail et votre fonction. Quel est votre poste actuel dans l'entreprise et quelles sont les tâches? Alors, moi, je suis responsable de site, hein, depuis 2008. Et à quoi est-ce que je veille? Eh bien, je veille à l'élaboration des budgets, au respect des budgets, aux relations sociales, hein, avec les syndicats de Vagbond. Et je veille également à gérer les clients contractuellement, à veiller à ce qu'ils restent satisfaits d'un point de vue du service. Voilà, ça c'est les tâches en gros, et dans le détail, eh bien, ça occupe Oui. bien des journées en tout cas. Et avez-vous suivi une formation spéciale pour travailler chez Acers? Non. Alors, j'ai suivi évidemment je suis sorti des études en marketing où quand même on avait pas mal de. Enfin, je trouve que ça ouvre. Et puis, malgré tout, pas mal de statistiques aussi. Et puis ensuite, dans mon premier job, malgré tout, j'ai acquis les compétences de planification. Dans le deuxième, j'ai acquis les compétences de direction d'équipe et de toutes les activités logistiques, pas seulement en planification, mais dans la réalisation. Dans le troisième job, j'ai eu l'occasion de mettre en place un ERP, un Enterprise Resource Planning System, pour un groupe de différentes sociétés. Et donc, là, ça veut dire que j'ai vraiment touché à toutes les fonctions de l'entreprise et comme j'étais responsable de projet à gérer les différentes équipes qui étaient sur différents sites dans différentes fonctions. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, je suis prêt pour ce genre de job, puisque je connais toutes les facettes de la logistique, et y compris la planification et la conduite d'équipe. Oui. Et quelle est la plus grande différence entre votre position actuelle et vos positions précédentes? La plus grande différence, c'est que précédemment, je travaillais pour une entreprise spécifique et je rendais des services uniquement pour cette société. Donc chez Bayer, je devais acheter et planifier pour que la société Bayer fonctionne bien. Chez Thomas Bates, je gérais les opérations du centre de distribution pour que cette entreprise fonctionne bien. Mais je n'étais pas au service de clients. Même chose dans mon troisième job, où j'étais tourné exclusivement vers la société. Ici, ce qui est très différent, c'est que je sers plein de clients et que au lieu de faire, par exemple, une planification de production comme je faisais précédemment pour la société pour laquelle je travaillais, ici, je fais une planification de production pour un tas de clients différents qui ont tous des impératifs et des priorités qui sont différentes. Et ça, c'est plus difficile à gérer. Ça, Oui. c'est la plus grande différence. C'est qu'au lieu d'être tourné vers l'intérieur de l'entreprise, ici, je suis complètement tourné vers l'extérieur de l'entreprise, Ah oui. vers tous les clients. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement dans votre travail? Bon, la principale, c'est vraiment la gestion des pics d'activité et des creux d'activité par rapport au forecast qui a été communiqué. Et quand un forecast est communiqué, ce n'est pas toujours le cas.
Donc, certains clients donnent un forecast relativement bon, d'autres clients ne donnent pas du tout. Et d'autres clients en donnent, mais il est relativement mauvais. Et donc, ça, c'est toujours la plus grande difficulté parce que vous avez à la fois, puisque vous avez fait un budget, vous voulez le respecter. Et dans ce budget, il y a ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment les ressources en personnel. Et ces ressources en personnel, vous allez les planifier par rapport à une activité que vous pensez avoir. Et l'activité que vous pensez avoir, vous la calculez sur base d'un forecast qui est communiqué par les clients ou quand il n'y en a pas, qu'on a calculé nous-mêmes. Et lorsqu'on se trompe, eh bien, on peut tomber dans des situations où on a trop de personnel et donc trop de frais, et pas assez de revenus, évidemment. Et puis, ou l'inverse. On n'a pas assez de personnel et on a beaucoup plus de travail et donc le personnel nous manque. Je dirais que ça, c'est la plus grande difficulté au quotidien. Bah, après, il y a d'autres moments, mais qui ne durent pas. Ça, c'est vraiment un moment qui dure tout le temps. Ça, c'est tous les jours, ce que je viens d'expliquer. Par contre, vous avez des difficultés ponctuelles. Bah, par exemple, vous êtes occupé de négocier un contrat. Ça, c'est une difficulté ponctuelle. Une fois que le contrat sera signé, cette difficulté disparaît et vous passez à autre chose. Vous pouvez avoir des difficultés avec le personnel parce que il y a des réactions sociales, par exemple. Les syndicats ne sont pas d'accord avec quelque chose et vous avez des difficultés qu'il faudra pouvoir éliminer. Ou vous avez des difficultés ponctuelles que vous n'avez jamais dû gérer. Covid, ça c'est spécial. Mais c'est spécial pour vous aussi, hein, c'est spécial pour tout le monde. Oui, C'est vraiment très embêtant. Maintenant, voilà, et en plus ça dure, donc on avait quand même espéré qu'après l'été on allait passer à autre chose. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ça, c'est difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur le site de Courcelles, on a encore beaucoup de travail. Nos clients continuent de fonctionner. On a une activité ici sur le site qui est diversifiée. On a ma Proximus qui vend à la fois des GSM, mais aussi des modems et des décodeurs. Et au niveau des ventes, ils n'ont pas été affectés par la crise. Quand ils ne vendent pas dans les shops, ils vendent par Internet. Et donc, on continue à avoir une activité forte. On travaille pour Royal Canin. Je ne sais pas si vous connaissez Royal Canin. C'est une oui, marque. Vous connaissez? C'est- oui, Vous avez un petit chat ou un petit chien alors. oui. Voilà. Et donc, ben, les chiens et les chats, ils continuent à manger même avec le Covid. Alors, voilà. Donc, on continue à envoyer beaucoup de feed sur le marché. Et on a même tout à fait au début, c'était particulier. Donc, on a dit que les gens avaient acheté beaucoup de spaghettis et beaucoup de papier toilette, mais ils ont aussi acheté beaucoup de croquettes pour les chiens et les chats. Ils pensaient que les magasins allaient fermer ou qu'il allait plus avoir les usines qui allaient fonctionner ou je sais pas quoi. Mais donc, nous, on a eu un pic d'activité à ce moment-là. On travaille également pour Alstom, qui est une société qui fournit des pièces pour les trains. Et les trains, même s'il y a moins de monde dedans, il faut quand même que ça tourne en sécurité. Donc, on continue à fonctionner aussi. Et on a également un petit client qui vend des cigarettes. Et comme les gens restent à la maison enfermés, ils sont nerveux, ils fument beaucoup. Et donc, finalement, nous, on a beaucoup d'activités sur le site de Courcelles. Mais le problème, c'est que, donc d'une part, bah oui, on se demandait évidemment quand cette crise Covid a démarré, qu'est-ce que ça va donner sur notre activité. On était prudent, on a géré les ressources au plus près, mais quelque chose qui nous échappe aussi, évidemment, c'est le comportement des travailleurs. Donc, évidemment, ils sont inquiets. Alors, tout à fait au début de la crise, quand c'était encore, enfin, ça reste encore inconnu pour une part, mais les gens commencent à s'habituer maintenant. On a eu des mouvements d'humeur ou des mouvements de panique, parfois avec des groupes entiers qui voulaient rentrer à la maison parce qu'ils avaient peur de venir au travail. Et là, pour gérer les ressources, c'est vraiment compliqué. Alors en même temps qu'on avait ça, mais c'était difficile d'appeler les intérimaires parce qu'évidemment, eux s'inquiétaient aussi. Alors ils n'avaient pas forcément envie d'aller se rendre sur un lieu de travail. Ça, ce sont vraiment des difficultés. Et maintenant, on a, avec l'histoire de la quarantaine 10 jours, et aussi le fait qu'il y a un pic de contamination, eh bien, on voit qu'on a tout le temps maintenant des gens qui sont mis en quarantaine. Ça arrive tout le temps. Et donc ça, pour planifier, c'est difficile parce que vous planifiez des ressources, mais elles ne viennent pas. Et donc, tout à coup, on va sans doute se retrouver à devoir gérer plus des priorités, des choses comme ça. Voilà, ça c'est difficile. Vous demandiez ce qui est difficile à gérer. Vous voyez, on revient quand même
en fait, c'est toujours un match entre la demande et la capacité pour laquelle on doit essayer de trouver le meilleur équilibre à la fois pour rendre le service, puisqu'on a évidemment des SLA, des Service Level Agreements avec nos clients, qu'on doit respecter, et également le fait qu'on veut respecter nos budgets et donc mettre les ressources en place qui sont des ressources qu'on sait qu'on va pouvoir rémunérer correctement. Oui. Une autre question. Vous souhaitez un poste plus élevé dans le futur, oui ou non? Alors, vous savez, moi j'ai 56 ans aussi, enfin j'ai déjà eu, je trouve, une carrière assez bien remplie. Ce que j'aime, moi, c'est avoir en tout cas encore évidemment, oui, du challenge, ça c'est vraiment important. Oui. Avoir des nouveaux clients, gérer des nouveaux processus, voir qu'on peut développer notre personnel à des postes clés dans l'entreprise. Et ce dont moi j'ai besoin, c'est certainement de l'autonomie. Et quand j'ai ça maintenant dans ma fonction ici, avec des collègues agréables, non, aujourd'hui je suis plus demandeur de vraiment progresser. Maintenant, ça me plairait, ça me plairait encore bien de travailler parfois dans une autre entreprise, par contre, et d'avoir quelque chose de tout à fait nouveau comme environnement. Mais ce n'est pas un must pour moi. Je suis très heureux dans mon job. Oui. Et selon vous, quelles sont les compétences ou les caractéristiques importantes qu'un responsable logistique devra avoir? Alors, je pense que maintenant, ça a été très longtemps, le métier de la logistique, c'était un métier qu'on apprenait en travaillant. Moi, c'est un peu comme ça que finalement j'ai appris. J'ai pas fait des études en logistique, ça n'existait même pas. Maintenant, vous avez la chance que ça existe et je pense que c'est important pour les jeunes d'acquérir les compétences qui sont des compétences scolaires, où on va vous apprendre un tas de matières différentes. Et vraiment, ces matières sont primordiales. Je pense que c'est très important aussi, et vous montrer que c'est le cas, donc de parler plusieurs langues. Bon, en Belgique, je pense qu'il faut quand même assez bien se débrouiller à la fois en français et en néerlandais, mais en tout cas, dès qu'on fait de la logistique, l'anglais, c'est incontournable. Il faut évidemment que vous puissiez maîtriser l'anglais. Ensuite, il faut avoir, je pense, beaucoup de résistance au stress, être quelqu'un qui est no nonsense. Il faut pouvoir réfléchir rapidement et agir vite et fédérer l'équipe autour de soi. Ça, pour moi, ce sont vraiment des compétences. Il faut beaucoup de savoir-être. Je pense faut être honnête, intègre, montrer qu'on est courageux, avoir le sens des responsabilités, mais aussi il faut énormément de savoir-faire. Pour vous, je le disais, les langues, c'est important. Certainement, la connaissance du fonctionnement global de la supply chain. C'est toujours important, peu importe votre métier et votre fonction dans l'entreprise, de bien vous demander pourquoi je dois faire cette tâche-là. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, de bien réfléchir de manière globale pour bien comprendre quelle est votre plus-value dans votre tâche et toutes les tâches sont bonnes à exécuter. Vous devez certainement être à l'aise avec les outils modernes de travail et peut-être encore plus maintenant si le travail se fait à distance. Mais en tout cas, tout ce qui est Excel, Access, etc., vous devez vraiment maîtriser ça. C'est vraiment important. Je pense que maintenant, presque dans tous les métiers aussi de la logistique, vous êtes toujours chef de projet. Et donc, acquérir quelques compétences de chef de projet, même si ce sont des mini-projets, mais on travaille beaucoup avec des projets. Travailler avec des projets, ça veut aussi dire travailler avec des équipes autour de soi, sans forcément être le responsable de ces équipes, mais ça veut dire quand même pouvoir fédérer des équipes autour de soi pour atteindre un but commun. Et donc, bien entendu, pouvoir présenter des choses correctement, de manière claire, de manière exacte aussi.
Ça me paraît primordial aussi avec donc, les outils PowerPoint, etc. Vous devez évidemment aussi connaître tous les outils modernes, ça vous devez pouvoir maîtriser. Ce serait quand même étonnant que des gens qui sortent des études de la logistique n'ont jamais fait ça, mais je pense aussi vous devez pouvoir de plus en plus, et je vois maintenant que c'est presque vrai dans toutes les fonctions, savoir présenter des choses. Vous devez pouvoir parler. Alors, ça ne doit pas être forcément devant 100 personnes, hein, mais parfois c'est un petit groupe de 3 personnes ou 5 personnes ou 10 personnes. Parfois c'est un groupe de travailleurs, de magasiniers pour expliquer un fonctionnement sur le terrain. Parfois c'est avec un groupe dans une équipe d'administration où on partage un point de vue sans être une autorité. Parfois c'est en étant une autorité devant un plus grand groupe, parfois aussi avec des clients ou un panel de clients. En tout cas, cette communication, elle est vraiment importante dans la société maintenant. Et je pense dans presque toutes les sociétés. Oui. Et bien vous poser toujours, enfin, excusez-moi, mais la question du pourquoi je fais ça, c'est quoi la plus-value? Ça, c'est vraiment important. Ce sont vraiment des questions qu'il faut vous poser régulièrement dans ce que vous faites. Oui. Et pourquoi avez-vous choisi ce travail? La logistique. Oui. Alors, franchement, au début, c'était un peu un hasard. Je sortais des études en marketing. Et puis, comme tous les jeunes, évidemment, j'ai postulé, j'étais à différentes interviews, et puis j'ai bien aimé la société Bayer dans laquelle j'avais été interviewé. C'était pour un poste dans les achats, et finalement, je trouvais que je pouvais quand même, dans ce poste-là, utiliser pas mal de choses que j'avais acquises pendant les études, et ça m'a bien plu. Et c'est aussi vrai qu'en plus, c'était pas loin de la maison à l'époque. Enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et j'ai commencé comme ça. Et puis vraiment, c'est un métier qui m'a bien plu. Et j'ai rapidement pu me développer. Puis c'était riche aussi parce que dans une société comme Bayer, qui est une grande société, rapidement, ben, vous vous déplacez à l'étranger, et vous avez l'occasion de progresser beaucoup. Et après, je suis resté dans ce domaine-là. J'avais développé la compétence achat et matériel. J'avais envie de voir ce que c'était les opérations. Je suis allé travailler dans une entreprise en tant que directeur des opérations. Et puis ça a continué. J'ai voulu voir plus large, toute la supply chain dans son ensemble, mettre en place un ERP. Enfin, les briques se mettent de manière logique finalement dans ma carrière. Le point de départ est un hasard. Le reste, c'est plutôt une suite extrêmement logique. Oui. Et que pensez-vous du fait que le métier de la logistique est souvent associé aux hommes? Alors ça, c'est fort dommage. Mais je pense que c'est de moins en moins le cas aussi. Et je vois aussi régulièrement des groupes d'études. Moitié-moitié, je me demande même si maintenant il y a plus de femmes que d'hommes dans ces classes, j'ai bien l'impression. Ici, dans l'entreprise, ça a été longtemps quasi exclusivement des hommes. Maintenant, on a de plus en plus de femmes, et pas seulement dans l'administration, mais aussi sur le terrain, des magasinières, donc des gens qui font le picking. Et on apprécie, enfin, il n'y a pas c'est pas vrai de dire qu'elles sont moins fortes ou moins endurantes, etc. C'est pas du tout vrai. Mais je pense que c'est une image qui est occupée d'être changée. L'image de la logistique, c'était aussi, on fait ça quand on ne sait pas faire autre chose. Et puis c'était aussi un poste de coût. Maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose qui crée de la valeur, et en même temps, c'est occupé de changer parce que ça se professionnalise. Maintenant, ça fait déjà longtemps que ça existe en France, aux Pays-Bas, j'en sais rien, en Allemagne, j'en sais rien, mais en Belgique, ça fait maintenant quand même une dizaine d'années qu'on commence à avoir des cours spécifiques sur la logistique, la supply chain. Donc, je pense qu'on change beaucoup l'image grâce à ça. Et je vois aussi à Liège, on crée un cursus sur une année qui est une spécialisation après 3 ans d'études déjà, après un premier diplôme. Et on voit vraiment qu'on attire de plus en plus de jeunes. Et alors, ce qui est formidable, c'est que tous ces jeunes, à peine ils ont terminé leur cursus, ils ont un boulot, hein. Souvent, ils sont retenus dans leur stage. Et donc, ça, je trouve vraiment formidable. Donc, l'image de la logistique est occupée
a de fort changé. Alors c'est vrai que c'est encore un monde fort masculin, mais je crois que ça change vraiment. Et dernièrement, ici sur le site, on a engagé une responsable de projet, un manager projet et amélioration. Eh bien, voilà, enfin, c'est une dame et c'est la deuxième fois qu'on engage une dame pour ce poste-là, mais pas seulement. Et ça ne nous demande pas, c'est pas qu'on fait un effort pour ça, évidemment. On prend tous les candidats comme ils arrivent, et puis c'est celui qui nous semble être le meilleur fit qui va remporter le poste, et on ne commence pas à se poser la question, est-ce que c'est une dame ou est-ce que c'est un homme? Pour nous, c'est bien égal, je veux dire. De même Oui. qu'on ne se pose pas la question de la culture et des choses comme ça. Chacun a la même chance pour décrocher un job. C'est la personne qui fait la différence. C'est pas ni son statut, ni son sexe, ni son âge, ni sa culture, hein. Oui. Et quelles sont vos attentes futures pour l'entreprise? Et alors, clairement, bon, on est une société qui fonctionne en général bien, qui est très bien gérée et qui grandit constamment, hein. C'est une société familiale, mais qui devient ainsi gigantesque puisqu'on dépasse maintenant les 600 millions d'euros et on occupe aussi plus que 6600 personnes, donc c'est quand même vraiment grand. Euh, on, on acquiert régulièrement encore des nouveaux clients, mais aussi on acquiert aussi de nouvelles entreprises qu'on rachète pour grandir. Euh, L'intégration de ces nouvelles entreprises, c'est toujours un peu difficile, c'est un challenge, mais on s'est structuré pour pouvoir le faire correctement. Par contre, ici, notre crainte la plus grande, c'est quid de ce Covid, puisque évidemment, ça dure dans le temps, et la première partie de la vague, on l'a plutôt bien gérée à partir du mois de mars jusque maintenant, mais si ça doit durer, quel est l'impact sur la société? Ça, c'est aujourd'hui, je pense, notre plus grande crainte. À côté de ça, il y a d'autres craintes, hein. Si on regarde au niveau international, tout ce qui se passe au niveau international a beaucoup d'importance aussi. Le Brexit, très certainement, hein, comment ça va se passer, nos échanges avec la Grande-Bretagne, comment ça va fonctionner par la suite. Et puis alors aussi même des choses comme les élections aux États-Unis, tout ça, ça peut avoir une grande influence sur l'économie mondiale, et ça peut nous impacter aussi. Mais typiquement, maintenant, notre plus grande crainte dans les mois à venir, c'est clairement l'histoire du Covid, évidemment. Et voilà la dernière question. Si vous deviez convaincre quelqu'un de se lancer dans la logistique, que diriez-vous? Alors, si vous avez envie d'un métier qui soit passionnant parce qu'il est varié, qu'il est riche, qu'il est changeant, ou pour vous aussi le travail d'équipe a beaucoup d'importance, et où vous avez la volonté de pouvoir à la fois suivre les nouvelles technologies, mais aussi d'évoluer avec tout ce qui se passe sur le marché, c'est un métier qui est fait pour vous. Si vous, évidemment, à côté de ça, il faut avoir envie d'être curieuse, euh, le- d'être courageuse aussi, d'avoir envie comment dire, de faire sa place, hein, de montrer qu'on est une plus-value, qu'on s'intéresse et qu'on veut apporter vraiment une valeur ajoutée. Si vous avez tout ça en vous et que vous avez envie d'un métier qui reste passionnant parce qu'il est changeant tout le temps, et où aussi on vous donne l'occasion d'être autonome parce qu'en fait, la façon de procéder d'aujourd'hui, quand quelqu'un arrive dans la société, qu'on lui explique le métier d'aujourd'hui, eh bien, ça lui permet de démarrer. Mais ensuite, le métier va évoluer très vite. Et donc, ça permet à la personne aussi d'évoluer avec ce métier. Et ça, c'est riche. Et c'est aussi vraiment un métier qui permet de démarrer, parce qu'évidemment, il ne faut pas se faire d'idées quand on est jeune comme vous et on démarre généralement pas à un poste de responsable. Vous avez encore des choses à acquérir, certainement, notamment la conduite d'équipe, le people management, des choses comme ça. En théorie, c'est très bien, mais en pratique, c'est encore une autre histoire. Et donc, je pense qu'il faut une certaine maturité, mais en tout cas, les métiers de la logistique permettent aux gens d'évoluer.
Ça, c'est vrai. Vous pouvez commencer comme employé dans une tâche administrative relativement répétitive et complètement terminer à tout à fait un autre poste de supervision, de management, de gestion de projet. Et dans la logistique, il y a beaucoup de métiers différents. C'est énorme le nombre de métiers dans la logistique. Donc, voilà. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit enthousiasmer les jeunes pour pouvoir démarrer dans la logistique. Oui, merci. Ça, c'était notre dernière question. Merci pour votre temps. Avec Et plaisir. avez-vous encore des questions pour nous? Non, moi personnellement. Mais comment vous vivez vos études cette année? Vous êtes évidemment à la maison, Oui. en télétravail, en téléétudes, et vous trouvez que la qualité des cours qui vous sont donnés est acceptable? Ça se passe bien selon vous? C'est difficile de suivre des cours à la maison, mais het moet. Ouais, mais vous avez l'impression que vos professeurs font des efforts particuliers? Oui, je Oui. pense que oui. Et est-ce que les cours qui vous sont donnés sont seulement des cours sous format PowerPoint ou bien plutôt des formats séminaire vidéo ou c'est Ce sont dynamique? des live lessen. Ah ouais, donc c'est quand même dynamique. Oui, Bah bon, enfin, c'est moyennement dynamique parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas parler en même temps. C'est un peu difficile de gérer les questions-réponses. Et quand oui. même, vous avez une chatbox, probablement, vous écrivez les questions. Mais c'est pas la même chose que d'être en face et de poser la question Non, avec la voix, hein, c'est très différent. Donc ça oui. rend quand même les choses beaucoup moins dynamiques, hein. Donc je pense que être jeune aujourd'hui, être jeune étudiant, c'est quand même pas facile. Non. Mais bon, c'est facile pour personne aujourd'hui, donc Non. voilà. Bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour vos questions intéressantes. Et puis, ben, peut-être qu'un jour, je vous croiserai alors en logistique, si je ne suis pas déjà en pension. Ok, Merci beaucoup. allez, merci Oui, pour votre temps aussi et bonne continuation, bon courage. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.